À vos micros. Prêt. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous écoutez un RMS, ici Julien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez spécial puisque on a remarqué qu'on n'avait pas beaucoup parlé de l'industrie musicale en général. On a parlé de beaucoup de sujets d'un point de vue musical dans cette émission. Mais aujourd'hui on va faire une petite émission hors série sur l'industrie musicale de manière générale. On va vous présenter différents sujets. Déjà, comment est-ce qu'on devient un artiste finalement? Comment est-ce qu'on arrive à se faire connaître? On va vous présenter ensuite les nouveaux moyens, les nouvelles technologies qui sont liées à ça. Et au final, on aura un petit débat pour parler d'un sujet assez important. C'est est-ce que l'industrie du disque, est-ce que l'industrie musicale est en crise? Je serai aujourd'hui accompagné par Marion. Bonjour Marion. Salut. Nous allons parler aujourd'hui déjà du parcours pour devenir un artiste. Alors Marion, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Est-ce que tu sais exactement comment est-ce qu'on peut devenir un artiste? Comment est-ce qu'on faisait en tous les cas avant? Ouais, déjà, je pense que ça a beaucoup changé avec l'apparition des nouvelles technologies et tout ce qui est multimédia. Donc avant Internet, en gros, je pense qu'il n'y avait pas tant de moyens que ça pour devenir artiste. Ou bien les groupes avaient une solution, c'était d'aller démarcher les maisons de disques, de présenter leurs maquettes et en espérant que ça plaise au label et de se faire engager et ensuite de collaborer pour produire un album. Ensuite, il y a peut-être un autre moyen qui était de séduire des bars ou des salles de concert pour faire des concerts et là se faire connaître un peu par le public et ensuite peut-être se faire repérer. Et avoir pas mal de chasseurs de tête aussi, ouais, qui vont s'amuser à regarder différents concerts, etc. Après, je pense pas qu'il y avait spécialement d'autres façons. En gros, c'était très dur, quoi. C'était plutôt difficile, il fallait avoir de la chance et avoir un minimum de talent. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on voit apparaître de nouveaux moyens, de nouvelles personnes qui se font connaître à tort ou à raison d'ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, on a remarqué que beaucoup de gens se font connaître par YouTube, se font connaître par d'autres sites plus. Même ça a commencé aussi avec MySpace, qui avait pas mal marché pour pas mal d'artistes qui se faisaient découvrir grâce à ça. Je me rappelle de Soko. Je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout, non. Et c'était un titre qui avait fait le buzz sur internet, sur MySpace, et après elle a démarré sa carrière comme ça, pareil pour Yel aussi, une artiste française qui s'est fait connaître par MySpace. Enfin, il y en a eu plein, de toute façon maintenant c'est un peu fini, mais oui, évidemment, MySpace, malheureusement, aujourd'hui, c'est mais... complètement mort. C'est à peu près l'équivalent d'un Google+, quoi. Cependant, on peut quand même parler de nouveaux projets qui sont plutôt sympas, tout ce qui est financement participatif. Ouais, il y a un site, c'est My Major Company, c'est ça? C'est ça. Qui a permis à pas mal d'artistes de se faire connaître. Il y avait Irma qui a eu... Le premier connu français, c'était Grégoire, merci. Et après, on n'aime pas forcément la musique, mais lui, en tout cas, il a eu un énorme succès et je trouve que ça marche encore, ces CD. Enfin, je suis pas trop son actualité, mais... En fait, l'idée dans ce site internet de My Major Company, on va l'expliquer pour à mon avis, les quelques auditeurs qui savent pas exactement ce que c'est. Le principe de My Major Company, en fait, c'est vous deveniez vous-même à votre petite échelle producteur de l'artiste. C'est-à-dire que vous donniez de l'argent pour que l'artiste puisse sortir un CD, se produire, etc. Et vous touchiez une part sur les revenus. Mais c'est ce qui fait qu'en fait c'est complètement différent du crowdfunding qu'on connaît aujourd'hui, qui est vraiment plus sur un système de dons. Ouais, il y a deux sortes de crowdfunding. Il y a le don, où on a donc rien en échange, et il y a ou alors en général on a un album en échange, on a un petit des goodies quoi. Et il y a cette autre manière de faire du crowdfunding qui est comme un peu de la production. Finalement, c'est de la production de masse. C'est de la production où beaucoup de gens sont présents. Ouais, enfin, je veux juste rajouter qu'il n'y a pas qu'on peut aussi se faire connaître comme c'était le cas avant, pas forcément par... Oui, bien sûr, ça marche encore, la bonne vieille méthode. Ce que je pensais à Fauve, mais c'est qu'aussi par les réseaux sociaux qui sont fait connaître, je crois. Ah oui, Fauve, c'est un cas un peu à part. Mais... C'est un cas un peu à part. Déjà, est-ce qu'ils se définissent pas réellement eux-mêmes comme groupe de musique finalement, mais... Enfin, ils ont vendu plein d'albums, quoi. Oui, mais ceci dit d'ailleurs sur leurs albums, ça avait fait un petit flop. On s'attendait à ce que ça marche un peu mieux. J'ai cru comprendre. On a quand même beaucoup parlé d'eux. Et... Ah oui, on en a beaucoup parlé d'eux, notamment sur les réseaux sociaux où ça avait super bien marché. Ils sont dans aucun label, quoi. Ils sont autoproduits. C'est ça, ils se sont complètement autoproduits et on voit du coup qu'il y a encore des bonnes vieilles méthodes. Ouais.
Du coup, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je voulais juste dire qu'il y avait aussi des artistes par les concerts qui arrivaient à se faire connaître. Je sais pas si tu connais Isia. Ouais. Bah c'est surtout elle a fait plein de concerts et elle a réussi à se créer, un peu dans toutes les villes de France. Elle s'est créée un peu une espèce de fanbase partout et c'est comme ça qu'elle a commencé. Eh ben, Donc, merci à toi possible. pour cette transition fantastique parce que tu vas me permettre de passer à la troisième partie de cette émission. Excusez-nous d'ailleurs pour les deux premières parties qu'on a abordées assez rapidement, mais finalement c'était juste pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce que c'est que l'industrie musicale, comment est-ce qu'on devient un artiste, etc. Mais à côté de ça, faut pas oublier qu'il y a une véritable économie et il y a une vraie question qui se pose du coup, c'est est-ce que l'industrie musicale est en crise? En effet, on va pouvoir rappeler quelques chiffres. C'est déjà entre 2002 et 2007, avec l'arrivée des systèmes peer-to-peer, avec l'arrivée du numérique. Il y a quand même eu une grande baisse de 50% de l'achat de disques dans le monde, ce qui était quand même assez conséquent, on est bien d'accord là-dessus. Donc c'est sûr que c'est plus sur CD que se consomme la musique, c'est plus le support. Le CD finalement c'est l'industrie du passé, et du coup forcément tous les grands majors, ce qu'on appelle le G4, alors le G4 qu'est-ce que c'est? C'est les 4 grands majors en fait de l'industrie musicale aujourd'hui. On a Universal, Sony, EMI et Warner qui à eux quatre en fait détiennent presque 75% du marché des revenus du marché de l'industrie musicale. Le reste sont édités par des labels indépendants. Mais en effet, on voit bien que plus qu'une crise du disque, aujourd'hui, c'est plus une reformation finalement de toute cette industrie. On peut d'ailleurs dire, ils ont tous pendant quelques années bien gueulé, on va dire. Ils étaient bien énervés contre les gens qui pirataient, contre les gens qui n'achetaient plus de CD finalement. Et ils disaient voilà, Internet est en train de tuer l'industrie musicale. J'aimerais juste rappeler en effet que l'industrie musicale ça a toujours été une industrie assez fragile qui est soumise aux grandes évolutions technologiques. Déjà, il y avait eu un scandale à l'époque où on a sorti la radio et le phonographe. Je vous explique, lorsqu'on a sorti la radio, le phonographe, etc., où les gens pouvaient écouter leur propre musique ou écouter de la musique, voilà, à peu près où qu'ils veulent par eux-mêmes. Beaucoup d'artistes avaient à l'époque gueulé, et on parle du début des années 1900, là, on parle vraiment, il y a très 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 longtemps. Ils avaient gueulé parce qu'ils s'étaient dit mince, les gens ne vont plus aller en concert, les gens ne vont plus aller voir finalement des artistes sur scène, etc. Ils vont se contenter d'acheter les CD et les artistes vont rester complètement plus personne n'ira voir des gens en concert, et évidemment ça leur a donné tort. Et c'est ridicule comme réflexion parce que ça permet de ah oui, tout à fait, mais l'industrie musicale a toujours eu des détracteurs et des gens qui ont peur des évolutions. Ouais. Et cette évolution, d'ailleurs, il y avait eu le même genre de crise lorsqu'on a commencé à créer le CD. D'ailleurs, le CD par rapport au vinyle, les gens disaient ah là là, le CD c'est quelque chose qui peut se copier, donc les gens ils vont copier les CD et les mettre, ils vont copier les CD, ils vont se les partager comme ça. Et le peer-to-peer également, le Internet qui a permis réellement de favoriser une expansion musicale. Et donc, en effet, on peut le dire, il y a 50% de baisse des revenus entre 2002 et 2007 sur l'achat de disques. En revanche, une étude a montré quand même que à côté de ça, l'argent généré par les concerts a été multiplié par 2. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est le digital qui a été augmenté vraiment énormément, quoi. Ils ont eu une augmentation de plusieurs, je crois, c'était quelque chose genre x30 en part de revenus, à tel point qu'aujourd'hui aux USA le digital représente quand même 58% des revenus générés par la musique, donc ils sont devant le disque. C'est là qu'est l'avenir de la musique, ça c'est sûr. Et encore plus précisément, je pense que c'est dans le streaming qu'est l'avenir de la musique, parce que je regardais une petite information. En 2014, les revenus générés par le streaming étaient supérieurs aux revenus générés par le téléchargement de musique. Donc ça montre bien que maintenant les gens auront plus tendance à s'abonner, par exemple à prendre un compte Spotify ou Deezer, plutôt que de télécharger, d'acheter un album
payant par internet. Tout à fait, parce qu'en plus l'intérêt du streaming, c'est que finalement la musique est sur notre téléphone, mais elle ne l'est pas réellement. Du coup, elle occupe pas énormément de place. Ouais. Ça permet encore plus de gagner de la capacité de stockage. Ouais, c'est Après, limité. n'oublions pas que les iPods, les MP3, tout ça, ça se vend toujours bien, et on peut vraiment, des gens aiment bien voir leur musique et être sûr de pouvoir l'utiliser. Je sais pas, notamment dans les transports, il y a plein d'endroits où finalement on capte pas la 4G, on capte pas la 3G ni rien, Ouais, et du coup c'est difficile, et du coup il y aura toujours des gens. Complémentaire. De toute façon, oui, l'un ne peut pas remplacer totalement l'autre. Ça sera toujours complémentaire. C'est ça, mais en effet, on peut dire que les majors de la musique, finalement, ils ont eu beaucoup de mal à réaliser la portée d'internet, que la portée qu'internet pourrait avoir en eux, et du coup ils se sont pas mis suffisamment rapidement sur ce créneau en créant des plateformes de téléchargement légales, et du coup ça a laissé complètement la voie pour déjà d'une part iTunes, qui est aujourd'hui complètement leader unique pour le téléchargement légal de musique, et de l'autre côté des sites de partage en peer-to-peer comme Pirate Bay, comme plein d'autres. Je vais pas tous les citer, faudra pas non plus que je vous donne trop d'idées. Mais et à côté de ça, en effet, il y a le streaming qui se développe avec Deezer, avec Spotify, et il y a aussi ce qui peut être très intéressant de voir, c'est qu'il y a une certaine forme de spécialisation et de la musique, où réellement avec ces systèmes notamment de streaming, on peut vraiment nous conseiller des trucs qui sont vraiment adaptés à ce qu'on écoute habituellement. Par exemple, moi, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis quelqu'un qui est plus un amateur de rock et de métal. C'est sûr que si vous allez que si 10 heures comme ça s'amuser à me passer, je sais pas, du Mylène Farmer, je commencerai à gueuler un petit peu. Et en effet, c'est très bien fait sur ces plateformes où on est vraiment les plateformes qui arrivent vraiment à nous proposer de la musique précise, et ce qui nous permet finalement de connaître aussi des artistes peut-être un peu moins connus. Ouais. C'est pour ça que je pense pas qu'on puisse dire que l'industrie musicale est en crise. Elle est juste en mutation. Parce que Tout à fait. et aujourd'hui, enfin, la musique a jamais été plus au cœur de nos vies que jamais. C'est intéressant parce que la moitié du trafic sur les réseaux sociaux est lié à la musique, au partage de musique ou à un échange à propos de musique. Par exemple sur Facebook, la publication de vidéos YouTube d'artistes ou peu importe. Donc voilà, je pense que c'est pas une crise, c'est juste un nouveau modèle qui est en train de se créer. Ah, tout à fait. Donc c'est comme ça que va s'achever notre émission finalement. Donc il n'y a pas vraiment de crise dans l'industrie musicale. Disons qu'on est plus sur une mutation, comme on l'a dit, une industrie qui va se reformer et qui pourra pas se faire sans internet. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cette émission. C'était un RMS. Ciao. Salut. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.